tous. Bien content de vous retrouver pour ce deuxième Zoom métier qui est dédié aux compétences recherchées dans l'humanitaire. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Franck Lavigne, je suis géologue de formation. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans la solidarité internationale, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, en Afrique. Et actuellement, donc, j'occupe le poste de coordinateur parcours et métiers à Bioforce. Ce poste consiste à accompagner nos apprenants et des personnes qui souhaitent venir nous rejoindre dans leur choix de carrière et leur apporter du conseil. Bonjour à tous, mon nom est Laetitia Lascar, je suis responsable de la Cité de la Solidarité Internationale et je serai essentiellement là pour vous présenter les CIETI tout à l'heure et répondre aux questions après la présentation de Franck. Pour ma part, j'ai occupé différents postes en Solidarité Internationale, que ce soit à Genève, en Afrique de l'Ouest et en Amérique latine. Voilà. Alors, je vais d'abord vous parler un peu de Bioforce. Alors, Bioforce, c'est une structure qui existe depuis plus de 40 ans. C'est une association, mais c'est surtout des centres de formation. Et ces centres de formation qui sont basés soit et à Lyon et à Dakar forment des personnes qui veulent devenir humanitaires, qui veulent s'intégrer dans le monde de la solidarité internationale, mais aussi renforcent les capacités de personnes qui sont déjà en situation de travailler dans le secteur. Bioforce vient aussi en renforcement de capacité des ONG, des structures qui sont les acteurs de l'action humanitaire également. La Cité de la Solidarité Internationale, donc c'est une plateforme transfrontalière puisqu'on est situé à Annemasse, juste à proximité de la Suisse. On propose des services aux porteurs de projets qui sont identifiés sous 3 chapeaux qu'on appelle Cohabit pour tout ce qui est hébergement. On accueille des ONG sur notre plateau de bureau. Cohabit, c'est aussi l'accompagnement des porteurs de projets lorsqu'ils rencontrent des obstacles ou des difficultés techniques. On peut les prendre du temps avec eux pour les orienter, pour appuyer leur démarche, pour co-construire avec eux certaines parties du projet quand ils leur montrent l'expertise technique. Donc voilà, Coexiste, c'est vraiment comme le nom l'indique, partenariat ONG-entreprise. On est vraiment une plateforme en ligne de matching des ONG et des entreprises qui veulent se lancer dans du partenariat de construction pour la solidarité internationale. Et Cogite, qui est le chapeau sous lequel on se réunit ce soir pour le Zoom métier, regroupe à la fois les Zoom métiers, l'atelier doctoral et des masterclass pour outiller tous les acteurs de la solidarité internationale d'aujourd'hui et de demain avec la meilleure connaissance possible. Donc, je ne reviens pas sur les acteurs parce que c'est vous aujourd'hui et vous demain, et vos collègues et les bénévoles qui font partie de la gouvernance des associations et tous ceux qui ont envie. Et voilà, on espère qu'avec tous ces outils, on réussit à s'adapter aux besoins nouveaux et à venir. Je repasse la parole à Franck. Je vais inscrire notre rendez-vous d'aujourd'hui dans l'ensemble du Zoom métier généraliste qui fait l'ensemble donc qui est dans un ensemble global, qui est un ensemble global de présentations. Les Zoom métiers généralistes sont sur 3 étapes. Nous avons eu le 16 janvier un premier Zoom métier
où nous avons identifié les acteurs de l'humanitaire et les métiers de l'humanitaire. J'y reviendrai un petit peu en début de notre séance d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la séance est consacrée aux compétences recherchées dans l'humanitaire, mais aussi aux compétences que vous avez actuellement. Comment les chercher? Nous allons rentrer dans le détail tout à l'heure. Le troisième et dernier volet de ce Zoom métier généraliste sera consacré sur la présentation, sa présentation à un entretien de recrutement. Il aura lieu le 26 mars. Allez, rentrons dans les rappels de ce que nous avons vu lors de la première étape de ce Zoom métier généraliste. Nous avions identifié d'une manière générale la complexité du secteur de l'humanitaire. Pourquoi cette complexité? La complexité liée aux acteurs, au nombre d'acteurs qui se sont multipliés au fur et à mesure que ce secteur s'est développé. Les actions aussi, le type d'action qui s'est développé au fur et à mesure. On a vu la complexité liée aux différents terrains d'intervention, les zones géographiques et leur diversification. Nous avons vu aussi la complexité liée aux exigences de qualité. On a parlé la dernière fois de la transparence, de la nécessité de transparence et la notion de redevabilité. Tous ces facteurs ont nécessité donc une professionnalisation du secteur et cette professionnalisation a bien entendu inscrit un nombre plus élevé d'exigences pour le recrutement. On a aussi noté la diversité et la complexité des métiers qui, elles-mêmes, ont entraîné des exigences supérieures en termes de recrutement. On va continuer les quelques rappels nécessaires pour pouvoir enchaîner sur les compétences. Tout d'abord, nous avions parlé de ce que représentait l'humanitaire. Je n'avais pas donné une définition, je vais en donner une tout à l'heure. On va reparler encore des acteurs. Je vais rappeler ce que nous avions évoqué, comment on les avait classifiés. On avait également classifié les types d'interventions. On va revenir rapidement à ce sujet. Et enfin, on reviendra un peu sur les métiers et les postes d'humanitaire en abordant ces métiers sous une nouvelle approche, peut-être un peu plus simple que la dernière fois. Lors du premier Zoom, on avait rappelé que l'humanitaire n'appartenait à aucun acteur en particulier, que beaucoup d'acteurs, beaucoup d'intervenants sur les terrains où il y a des besoins pouvaient se qualifier d'humanitaires. Je vous avais dit que pour restreindre les choses, pour pouvoir se mettre dans une configuration claire, un certain nombre d'acteurs s'étaient réunis sous une approche selon des valeurs et des principes. Et ces valeurs et principes ont conduit à cette définition qui rassemble un certain nombre d'intervenants, d'acteurs sur les terrains où il y a des besoins. Cette définition, c'est celle-ci. C'est l'humanitaire est un ensemble d'actions qui visent, sans aucune discrimination et avec des moyens pacifiques, à préserver la vie dans le respect de la dignité et à restaurer l'être humain dans sa capacité de choix. Cette définition, elle est constituée de mots qui sont essentiels. Aucune discrimination, il s'agit là bien d'un principe, des moyens pacifiques également. Tout ceci n'est pas anodin et ça fait écho aux compétences que nous allons analyser tout à l'heure. Nous avions parlé également des... Pardon, je vais revenir sur les acteurs. Nous avions identifié 4 familles d'acteurs. Tout d'abord, les
les acteurs qui proposent du volontariat, qui mettent en œuvre des projets qu'ils ne définissent pas, qu'ils ne déterminent pas, qu'ils ne construisent pas eux-mêmes. Je vous ai donné comme exemple France Volontaire. Une autre famille d'acteurs, c'était les, les acteurs qui construisent, qui mettent en œuvre leurs projets eux-mêmes. Il s'agit de toutes les ONG, qu'elles soient locales, nationales ou internationales. On avait également identifié les acteurs qui se regroupent sous la bannière des Croix-Rouges et du Croissant-Rouge, que ce soit le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale de la Croix-Rouge, les Croix-Rouges nationales et les Croissants-Rouges nationaux. La dernière famille d'acteurs que nous avions évoquée, c'était les agences internationales. Un exemple, les agences des Nations Unies ou la Banque mondiale, qui est un bailleur. Nous avions donc aussi divisé les interventions en plusieurs rubriques et on les avait qualifiées en fonction des crises auxquelles elles répondaient. Et notamment, il y avait des crises de longue durée, les crises ponctuelles. Ces deux types de crises peuvent très bien coexister, ce qui revient à faire écho à la complexité que j'évoquais antérieurement. D'autres types d'interventions sont aussi liées aux problématiques que l'on rencontre, que ce soit des problématiques économiques, sociales, qu'elles soient liées aux crises, à des catastrophes liées à l'homme ou à des catastrophes naturelles. Donc toutes ces interventions peuvent être menées les interventions peuvent être menées à différents moments justement de ces crises, que ce soit au niveau des moments précoces, au moment de l'urgence, jusqu'au moment où on construit ou reconstruit les capacités intrinsèques d'un État ou d'une communauté, les situations de développement. On avait évoqué aussi un type particulier d'intervention qui est le plaidoyer, qui se fait plutôt pour faire levier auprès de politiques en dénonçant des situations qui contreviennent à des règles internationales, par exemple. On avait évoqué des programmes de reconstruction qui viennent à reconstruire l'ensemble des conditions sociales et économiques d'un pays. Et il me semble qu'on avait aussi évoqué les interventions d'appui qui viennent simplement renforcer les capacités d'acteurs déjà en place, d'autorités nationales par exemple. Revenons à présent sur les métiers et les postes. Je vais introduire une notion. Si vous vous rappelez, on avait parlé plutôt de métiers spécifiques et transposables. Je ne reviens pas sur ces aspects, sur ces termes-là. Parlons maintenant plutôt de métiers qu'on va qualifier de fonctionnels. Ce sont tous les métiers qui fournissent des services utiles à un large éventail d'interventions. Je donne tout de suite des exemples, comme ça va vous parler. Les ressources humaines, les finances, la logistique, la coordination de gestion ou la gestion de projet, la communication, le plaidoyer et la sécurité. Et vous comprenez bien que dans ces métiers fonctionnels, il y a une part de métiers spécifiques et de métiers transposables, si vous vous souvenez pour ceux qui étaient présents. Ensuite, une autre rubrique de métiers, c'est les métiers thématiques. Ceux qui fournissent des services spécifiques, qui répondent à un besoin particulier en fait d'intervention, des interventions spécifiques. Et bien sûr, on peut avoir dans ces métiers-là un besoin d'expertise thématique, donc spécifique. C'est les métiers de l'eau, l'hygiène, l'assainissement, de la protection, de l'éducation, de la santé,
de la nutrition, de la sécurité alimentaire, du droit. Et à côté de ça, on a dans ces métiers thématiques des métiers tout à fait transposables. On les avait évoqués, ce sont les métiers médicaux ou de l'ingénierie, par exemple de la construction. Voilà, que ce soit le métier de médecin, d'infirmier, de kinésithérapeute, de psychologue, et les ingénieurs, les divers ingénieurs de construction, d'agronomie, par exemple. Alors, rappelez-vous, je vous avais également demandé de travailler la préparation de ce Zoom métier. Notamment, je vous avais demandé de penser à votre parcours professionnel et à votre parcours personnel et d'essayer d'identifier vos compétences, les compétences que vous pensiez pouvoir mettre en œuvre dans une future mission humanitaire, par exemple. Je vous avais dit aussi de penser, dans un deuxième temps, qu'est-ce que peut être en fait une compétence concrètement. Alors, j'aimerais qu'on puisse avoir vos retours. Si vous pouviez, ceux qui ont fait ce travail, écrire dans le chat ce à quoi vous avez pensé. Ceci permettra d'alimenter un peu notre présentation d'aujourd'hui. Je vous laisse écrire dans le chat, si vous voulez bien, ce à quoi vous avez pensé. Je vous laisse quelques minutes et je vais essayer de vous lire. Avez-vous bien travaillé sur ces aspects-là? Alors, oui, à quelles compétences vous avez pensé? S'il n'y a pas d'exemple, si vous n'avez pas réussi à évoquer quelque chose, voilà, très bien. La gestion financière, c'est ça? Ah, merci. Alors, il faut que j'agrandisse un peu pour pouvoir vous lire. Élaboration et coordination stratégique, opérationnelle de programmes humanitaires, conception et pilotage de projets, très bien. Conduite des processus de suivi, évaluation. Alors, je lis aussi redevabilité, capitalisation. Je lis rapidement, hein. Gestion de sûreté, sécurité, tout à fait. Gestion de projet, ingénierie, énergie, pourquoi pas. Environnement, le fret maritime, le fret, l'approvisionnement, tout à fait. La supply chain, la gestion financière. Alors voilà, on va essayer de faire écho à tout ça tout à l'heure. La charge de programme, conception et pilotage des projets humanitaires. Oui, très bien. Voilà, très bien. On a déjà là quelques exemples et j'essaierai de faire écho à tout ça tout à l'heure. Santé, coordination d'équipe. Très bien. Gestion logistique. Alors ça, c'est bien, c'est large. Conception et pilotage. Alors, gestion logistique, encore une fois. Santé, coordination d'équipe. Coordination d'équipe, très intéressant, oui. Compétences spécifiques. Alors, on verra. Le management, voilà, tout à fait. Très bien. Alors, ça, c'est très intéressant. Écoute et développement des envies d'agir. Tout à fait particulier. Excellent. Informatique, langue, absolument. Tout à fait. Compétences en ingénierie de l'eau et de l'assainissement. Les ressources humaines. OK, chargé de l'agriculture. Voilà, très bien. Je vous remercie, WASH, hein, WASH qui veut dire Water and Water, Sanitation and Hygiene. Allez, on va s'arrêter là. Je vais reprendre la présentation. Soft skills, très bien, on va en parler. Merci en tout cas de ce travail d'analyse que vous avez fait. Et je pense que vous avez fait ça à partir de votre expérience comme je vous l'avais demandé. C'est parfait. Je vais commencer par essayer de clarifier un peu le terme compétence, si vous êtes d'accord. Alors, les compétences, une compétence, elle se définit dans un contexte. Elle se définit à partir de 3 paramètres qui se combinent. Pour être compétent,
dans un contexte, une circonstance particulière, il faut réunir il faut combiner trois concepts qui sont le savoir-faire et le savoir-être. Encore une fois, une compétence, c'est dans un contexte, un environnement, un métier ou une tâche très spécifique. Les savoirs, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des connaissances fondamentales et théoriques. Les savoir-faire, ce sont des connaissances spécifiques de métier, des connaissances techniques. Et les savoir-être, c'est un ensemble de valeurs, de comportements. Ça fait tout à fait écho à ce que vous m'avez écrit tout à l'heure, l'écoute. On y reviendra. On appelle ça aussi les savoir-être, les soft skills que vous m'avez mentionnés. On appelle ça aussi l'intelligence émotionnelle, interpersonnelle. Et dans l'humanitaire, c'est fondamental. Ça l'est de toute façon la vie, dans la vie professionnelle et personnelle. Dans l'humanitaire, c'est absolument fondamental. Petite pause pour moi. Alors, je veux vous préciser une chose importante. Dans l'humanitaire, mais de manière globale, quand vous avez besoin d'une compétence, quand vous devez définir une compétence, elle doit se faire en fonction de, comme je vous l'ai déjà dit, d'un métier, de circonstances, d'un environnement. Et elles sont très spécifiques, elles peuvent être très spécifiques à un secteur. Et vos compétences sont liées à vos expériences. Encore une fois, que ces compétences soient de vie ou des expériences professionnelles. On partira toujours de vos expériences, de son expérience, que ça soit dans le secteur humanitaire ou hors secteur humanitaire. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Les compétences qui sont recherchées dans l'humanitaire. Vous verrez, en fait, certaines d'entre elles sont tout à fait des compétences que vous avez déjà, que vous mettez en œuvre ou que vous avez déjà mis en œuvre dans votre quotidien. Alors, on va partir de gauche à droite et du haut vers le bas. Les compétences qu'on appelle les compétences cœur de métier. Alors, on va donner un exemple tout de suite, ce sera plus simple. Imaginez un agronome, de quoi il a besoin? Il a besoin d'une connaissance dans l'ingénierie agricole, connaissance qu'il a apprise d'un point de vue théorique, par exemple à l'école, dans son cursus d'ingénieur. Il a besoin des connaissances techniques vis-à-vis des cultures, vis-à-vis d'un matériel, d'un équipement. Il a besoin de connaissances liées aux intrants, qu'ils soient naturels ou artificiels. Les intrants, il s'agit donc des pesticides, par exemple, naturels ou artificiels, ou des engrais, de la même manière. Le cœur de métier, en fait, c'est ce que vous avez déjà quand vous travaillez et que vous mettez en œuvre au quotidien, encore une fois. Ensuite, il y a les compétences qu'on dit transversales. Ça, de la même manière que le cœur de métier, c'est quelque chose que vous mettez sûrement déjà en œuvre, que vous partagez, qui sont moins spécifiques que les compétences cœur de métier. C'est quelque chose qu'on partage de manière plus large, en fait. Hein. Il s'agit souvent de compétences qui peuvent être la gestion de projet, la gestion de budget, le management, vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, tout ça. Hein. La coordination d'équipe, la capacité de formation. Alors, la formation, ça peut être plein de choses. La formation de collègues, d'équipes locales, d'équipes de bénéficiaires éventuellement même de vos actions. Ça peut être aussi la formation d'autorités locales, nationales, d'ONG, d'artisans ou de fournisseurs, dans l'humanitaire en tout cas.
Les compétences transversales, c'est aussi la gestion de partenariats. On en reparlera tout à l'heure. Et ça peut être la définition, l'application de procédures. Et ça aussi, ça peut être un quotidien de toute personne travaillant en France, en Suisse, dans n'importe quel pays. Parlons à présent des compétences personnelles ou relationnelles, les fameuses soft skills. Voilà, donnons des exemples clairement. Ça peut être s'adapter au mieux à une situation, adapter ses propres compétences cœur de métier, transversales aux circonstances que l'on rencontre. Ça peut être la capacité à être proactif, ça peut être la capacité d'être force de proposition, la capacité à gérer son stress, le stress des autres. Ça peut être gérer sa propre frustration, sa flexibilité, à être agile dans ce que l'on fait. Ça peut être orienté vers la recherche de solutions. Ça peut être l'écoute. Ceci aussi, c'est ce que vous m'avez mentionné tout à l'heure. Voilà. Ça vient, ces compétences personnelles et relationnelles, ces fameuses soft skills, renforcer le cœur de métier, les compétences transversales. Vous serez beaucoup plus à l'aise à partager ce cœur de métier, ces compétences transversales, si vous savez manier vos soft skills d'une manière ou d'une autre. Passons à un autre type de compétences, et vous m'avez évoqué à un moment aussi cela dans le chat, et je vous en remercie. Vous m'avez parlé des langues. Et oui, c'est une compétence majeure, surtout si on veut travailler à l'international. Je ne vous cache pas que l'anglais est la langue de prédilection, la langue universelle dans l'humanitaire. Beaucoup de termes sont issus de l'anglo-saxon, des acronymes qui sont des termes concepts, et donc l'anglais reste impératif. Vous aurez besoin de l'anglais pour travailler avec des collègues, des autorités, des bénéficiaires, travailler auprès des autorités locales, nationales, quel que soit le pays où vous irez. Alors bien sûr, ceci vaut pour des pays ou des zones géographiques où le français, l'espagnol, l'arabe, le portugais peuvent être pratiqués, mais l'anglais restera une langue importante. Ceci, pour autant, ne doit pas être un frein euh, pour se donner des perspectives à l'international dans l'humanitaire. Vous pouvez partir d'un certain niveau, sachez qu'à un moment, si vous travaillez dans une équipe, vous acquérez facilement des réflexes en termes linguistiques, et on améliore très facilement, très rapidement en fait, sa capacité de communiquer en anglais. Ça reste une langue relativement facile à apprendre. On parle souvent comment dire, d'une classification de son niveau en langue en fonction de certains critères de code. On parle souvent d'un niveau B2 requis. Alors, je vais essayer de donner une précision par rapport à ce fameux B2. Si vous avez votre langue maternelle que l'on classe en C2, éventuellement C1 si vous la maîtrisez moyennement, C2 si vous la maîtrisez totalement, votre langue maternelle, dans ce cas-là, il faut un niveau B2, donc inférieur, pour pouvoir travailler. Si vous arrivez avec un niveau B1, vous renforcerez ce niveau très rapidement. Ainsi, pour pouvoir travailler dans le secteur de l'humanitaire, commencer avec un B1, c'est tout à fait honorable, bien qu'un niveau B2 soit requis. Une autre digression par rapport aux compétences linguistiques. N'omettez jamais toutes les autres langues que je n'ai pas citées. Les langues vernaculaires, c'est-à-dire les langues parlées très localement dans certains pays. Je vais prendre des exemples tout à fait fortuits. Prenons par exemple le Bambara. C'est une compétence majeure. Le Tagalog aux Philippines, c'est aussi une compétence très importante quand vous voulez avoir des interactions avec des personnes
locales qui ne vont maîtriser que cette langue. Ainsi, n'oubliez jamais ces compétences spécifiques dans toute liste que vous pourriez faire. Un autre type de compétence, c'est celle relative à l'appétence pour l'interculturalité. Cette notion, en fait, elle est fondamentale aussi. Vous imaginez bien que si vous imaginez travailler dans la solidarité internationale, il vous faut être suffisamment ouvert à différentes cultures, différentes façons de penser, différentes façons de vivre. Cette compétence, comme les autres, en fait, vous l'avez à un certain degré. Il est clair qu'elle est prépondérante et elle se marie tout à fait avec les soft skills. Un dernier cluster de compétences est celui de travail en réseau avec des partenaires. Cette compétence, cet ensemble de compétences, en fait, peut très bien être rattaché aux compétences transversales, mais également aux compétences personnelles et relationnelles. Voilà, j'espère que ces explications vous donnent un panorama assez clair et assez large de quelles sont les compétences que l'on va rechercher. On peut donc imaginer ou garder ces 6 groupes comme référence. Je vais vous faire une petite digression aussi concernant les fameuses soft skills. Si vous voulez vous renseigner, si vous avez besoin de mieux comprendre de quoi il s'agit, je vais vous diriger vers ce qu'on appelle un guide, le guide qui s'appelle le Core Humanitarian Competency Framework. En français, le cadre des compétences humanitaires spécifiques. Je vais passer ça quand même assez rapidement. C'est un guide que vous trouverez facilement sur Internet. Et je vous invite fortement à aller jeter un coup d'œil pour essayer d'avoir une notion bien large, bien complète de ce que peuvent être les soft skills requises dans l'humanitaire. Rapidement quand même, ce fameux CHCF, cadre des compétences humanitaires et spécifiques, c'est un ensemble d'outils, de références et de ressources qui permettent de cadrer les compétences comportementales attendues dans l'humanitaire. Très rapidement, 6 blocs. Le premier, c'est comprendre les contextes humanitaires et appliquer les principes et normes humanitaires. Ensuite, on a atteindre des résultats. Un autre bloc est établir et entretenir des relations de collaboration. Le suivant, c'est opérer de façon sûre et en toute sécurité à tout moment. Je ne vais pas développer parce que sinon on pourrait prendre énormément de temps. Opérer dans un environnement sous pression et changeant. Et enfin, faire preuve de leadership. Je vous laisserai découvrir. Je rappelle le cadre des compétences humanitaires principales. Vous trouverez ça sur Internet. Allez, on reparle maintenant du bilan de compétences. Quelle approche vous pouvez avoir? Ce que je vous avais demandé de faire, en fait, sans vous donner de guide. Vous allez pouvoir recommencer, en fait, ce travail en repartant de vos expériences, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. C'est le point de départ. À partir de ces expériences, faites-vous un tableau, par exemple, à 3 colonnes et pour chaque expérience, remettez ces expériences, décortiquez-les en savoir, savoir-faire et savoir-être que vous avez mis en œuvre durant cette ou ces expériences. À partir de là, vous allez pouvoir décliner des compétences et les décliner à certains degrés de maîtrise. Vous pouvez, par exemple, vous dire cette compétence, l'écoute, par exemple, ou le dimensionnement d'un réseau d'eau, je sais le faire de manière experte. Je mettrai 4 sur une échelle de 1 à 4, par exemple.
Faites le bilan de ces compétences en les hiérarchisant en fonction d'un projet également. Vous pouvez le faire, dans l'absolu, mais essayez aussi de le faire en imaginant les compétences dont vous avez besoin pour, un métier spécifique, dans un cadre, dans un environnement spécifique. Par exemple, si vous êtes plus intéressé par des situations de développement, faites-le dans ce schéma-là. Si vous vous intéressez plus spécifiquement à l'urgence, faites-le dans ce cadre-là. Pardonnez-moi, laissez-moi essayer d'organiser un petit peu mes slides, c'est compliqué. Je vais améliorer tout ça. Attendez 2 secondes. Voilà, ça va bien. Une fois que vous avez fait donc ce listing, que vous avez déduit vos savoirs, savoir-faire et savoir-être, que vous avez fait votre bilan de compétences par expérience, regardez les marges de progression que vous avez. Comment, si vous n'êtes pas en maîtrise experte, comment vous pouvez, par quels moyens améliorer cette maîtrise? Heu et si, le constat est que vous, n'êtes pas au meilleur niveau et que vous pensez que c'est nécessaire dans un cadre, dans un métier particulier, imaginez ou réfléchissez à la manière d'acquérir, une meilleure maîtrise de ces compétences. Pour cela, à nouveau, repartez de vos expériences. Posez-vous certaines questions de manière pratique. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai réussi? Comment je m'y suis pris? Comment je m'y prends maintenant? Qu'est-ce qui m'a permis de réussir ou d'échouer? Car les échecs permettent d'apprendre et gardez bien ça à l'esprit quand vous analysez vos compétences. Vous apprenez par vos échecs. Qu'est-ce que je sais faire grâce à mes expériences? Concrètement, qu'est-ce que je suis capable de reproduire? Et quels outils, que ça soit des outils, un marteau, un clavier, ma parole, mon écoute, mes oreilles, qu'est-ce que j'utilise? Qu'est-ce que je suis capable d'utiliser? À partir de tout ça, imaginez-le bien dans le contexte que vous êtes capable de le reproduire. Toujours pour pouvoir bien identifier vos compétences, bien les affirmer, bien les écrire, les définir. Partez d'une phrase pour chacune des compétences. Commencez par «je suis capable de», utilisez un verbe d'action. Je suis capable de manier quoi? Un marteau pour fabriquer, mmh, un meuble. Heu, Imaginez tout le contexte qui peut être autour. Je suis capable d'écouter telle ou telle personne quand je suis en situation professionnelle, ces personnes qui sont mes collègues et qui ont besoin de me transmettre des informations pour que le travail puisse être mis en œuvre. Un autre exemple, je suis capable d'assurer le suivi des activités du projet avec les partenaires locaux et internationaux dans le cadre d'une mission humanitaire. Le contexte reste donc prépondérant et une fois que vous avez fait ce travail pour chaque compétence, pensez à bien l'illustrer de l'expérience de laquelle vous êtes parti. Concrètement, comment vous pouvez illustrer cette affirmation de cette compétence que vous pensez avoir, que vous affirmez avoir? Ce que je vous conseille de faire, ce que je vous propose de faire à l'avenir,
c'est de lister vos compétences, vos expériences professionnelles, pardon, vos expériences professionnelles, personnelles. Si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, voyez vos expériences de bénévolat, prenez vos expériences personnelles, ça ira très bien. Pour chaque expérience, déterminez 5 compétences. Pour chaque compétence, indiquez le degré de maîtrise. Transformez cette compétence en une phrase, je suis capable de, j'ai réalisé. Et ensuite, rédiger un argumentaire qui vous servira d'appui, d'exemple, quand vous aurez à présenter vos compétences. Je vous laisse prendre des notes si vous voulez. Voilà pour aujourd'hui. Voilà pour le travail que je vous propose de faire pour reprendre cette question de compétences sur la base des compétences requises dans l'humanitaire. À présent, parlons de la prochaine session assez brièvement. La prochaine session qui sera sur se préparer, vous préparer un entretien de recrutement dans l'humanitaire. Vous devrez penser à vos motivations humanitaires avant tout. Vous devrez, nous travaillerons ensemble les compétences à nouveau, celles que vous mettrez en avant, celles que vous aurez retravaillées chez vous à partir de ce que nous avons vu aujourd'hui. Et réfléchissez à comment vous allez expliquer votre reconversion, s'il s'agit d'une reconversion. Pensez aussi à tout votre parcours aux moments les plus compliqués, pas qu'aux moments les meilleurs, pas que vos réussites, car vos moments difficiles sont aussi des moments à bien maîtriser, à bien comprendre et à bien utiliser pour montrer comment vous êtes capable de rebondir, comment vous pouvez avoir dépassé en fait ces mauvais moments. Pensez à vos atouts, comment vous pouvez les mettre en valeur. Et je vous propose que je m'arrête là à présent et que nous écoutions vos questions et que nous essayions d'y répondre. Alors, on nous demande de revenir sur la slide de l'exercice. Très bien. Je pense qu'on parle de cet exercice-là. Celui-ci ou le suivant? Alors, il parle du dernier, je crois. D'accord. La décomposition des expériences professionnelles ou les expériences de vie. Voilà, vous souhaitez bien revoir se dérouler, n'est-ce pas? Vous voulez que je réexplique? Alors, je vais le faire. Vous prenez vos expériences, peu importe, professionnelles, de bénévolat, personnelles. Essayez de les décortiquer en 5 compétences. Ça peut être moins si c'est des expériences courtes ou relatives. Chacune des compétences que vous aurez déterminées, essayez de lui donner un niveau de maîtrise
Une fois que vous avez fait cela, écrivez votre phrase « Je suis capable de » en indiquant la compétence par un verbe d'action pour un objet et de mettre un contexte, un environnement dans lequel vous êtes capable de mettre en œuvre cette compétence. Vous pouvez démultiplier cela autant que vous voulez. Et vous vous rendrez compte, bien sûr, que pour différentes expériences professionnelles, certaines compétences reviennent régulièrement. Alors, je vais répondre à une petite question rapide. Est-ce pertinent, quand on est en début de carrière hors humanitaire, un peu moins de 3 ans, de parler de ces stages qui, pour le coup, sont dans l'humanitaire, par exemple, ou en bénévolat? Oui, vous pouvez mettre vos stages dans votre CV, toujours. Il faut les mettre comme si c'était des expériences professionnelles. Et en général, c'est l'intitulé du poste qui, en général, vient avec assistant, chargé de projet, assistant ou junior, quelque chose, qui fait que le lecteur sait que c'est potentiellement un stage. Il n'y a pas nécessairement l'obligation de mettre que c'est un stage. Si vous voulez le mettre, vous pouvez le mettre, mais l'important, c'est de mettre l'intitulé de votre poste et ce que vous avez fait, les réalisations probantes et les fonctions que vous avez remplies pendant le stage. Parce que ça veut dire que vous y avez développé des compétences et c'est ces compétences qui vont venir être valorisées et que l'employeur viendra chercher. Le fait que vous les ayez acquises en stage ou en bénévolat ne dévalorise pas vos compétences. Donc ça, c'est pour répondre rapidement à une question simple. Ensuite, merci pour la présentation. Comment faire valoir ses compétences réseau et partenaires? J'imagine que par compétences réseau et partenaires, vous parlez de contributions dans des clusters thématiques, dans des groupes de travail avec plusieurs ONG ou plusieurs entreprises et associations ou services de la fonction publique. Il y en a, on sait que ça existe. Les experts qui vous recrutent savent qu'il y a des groupes de travail santé dans tel pays sur tel sujet. Un exemple, un cluster prévention des épidémies dans un pays d'Afrique de l'Ouest pendant la crise Ebola de 2014. Vous en avez eu dans tous les pays touchés et les pays voisins. Donc, si vous avez contribué à faire des campagnes de prévention d'Ebola dans un de ces pays, parce que vous étiez à l'époque en charge de la com ou du plaidoyer ou de la formation ou de la santé, quelle que soit votre structure d'origine, que c'est été l'antenne locale d'une société pharmaceutique ou d'une entreprise locale de savon ou d'une ONG orientée santé ou chargé de projet au ministère de la Santé à ce moment-là, ben, vous pouvez le mettre, évidemment. Et là, l'expérience que vous valorisez, c'est d'avoir travaillé à plusieurs pour un objectif commun, d'avoir travaillé en partenariat pour une thématique. Donc, vous valorisez à la fois la compétence thématique santé, à la fois la compétence prévention, campagne et la compétence partenariale, travailler à plusieurs autour d'un objectif commun avec chaque structure ayant de son côté des intérêts convergents, mais aussi des intérêts propres. Je voudrais donner un autre exemple de travail en réseau. C'est le travail, par exemple, autour de coopératives agricoles. Tout cela nécessite, par exemple, d'avoir une capacité de communication, d'échange d'informations, de partage parfois d'outils, d'intrants, de priorisation en fait de semences, de choix voilà, de discussions.
relatives à des choix stratégiques dans les techniques utilisées. C'est un autre exemple. Et tous les systèmes fédératifs, toutes les fédérations des associations, conseils consultatifs, ou voir aussi les syndicats. Les syndicats de certaines professions sont des regroupements qui sont étalés dans l'ensemble d'un pays ou d'une région. Et là, vous avez un travail en réseau qui peut vous permettre de mettre en avant les compétences de communication descendante et ascendante, communication interne, de plaidoyer, de faire évoluer les lois. Donc, il y a de quoi faire. Oui, c'est faisable. Mm. Il faut bien identifier, c'est le travail préalable que vous a fait faire Franck, c'est bien identifier qu'est-ce que j'ai fait, où, avec qui et qu'est-ce que je mets en avant. Alors, les autres questions, il y a une main levée, il y en a même plusieurs, j'imagine, là. Alors, admin Agadez, je vais vous, si j'y arrive, ah bah non, j'arrive pas à vous désactiver le micro. Vous pouvez activer votre micro éventuellement si vous y arrivez. Et on vous écoute. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour la présentation. Alors, ma première question, c'est, j'ai déjà posé la question en fait dans le chat, c'est quel est le contact Bioforce à contacter pour prendre des conseils pour savoir est-ce qu'on est au niveau de faire la formation de 3 mois, 6 mois ou 1 an. Oui. Merci. D'accord, je vous remercie. En fait, ceci c'est dans un premier temps vous qui allez le définir par rapport à comment vous vous sentez à l'aise ou pas. Si vous avez déjà essayé de postuler, est-ce que vous avez ressenti un besoin fort ou non de renforcer vos connaissances, vos savoir-faire, vos savoir-être? En fonction de ça, si vous pensez devoir prendre plus de temps pour acquérir un peu plus de compétences, un peu plus de savoir. Et c'est vous, dans un premier temps, qui allez définir ce qui vous convient le mieux. Vous avez d'autres paramètres qui vont rentrer en considération. C'est le temps que vous pouvez mettre dans ce parcours de formation que vous souhaitez faire ou non. Si vous avez largement le temps, alors peut-être que ce sera mieux pour vous de vous imaginer sur 6 mois que sur 3 mois, Bonsoir. car nos formations sont très intenses. Bonsoir. Et voilà, je pense que dans ce cas-là, il vaut mieux s'inscrire dans la durée. Vous devez aussi penser à tout ce qui est financier pour pouvoir s'inscrire dans la durée sur 6 mois. Il faudra vous prendre en charge en termes de logement, de nourriture, de transport. Et parfois, on souhaite, quand on a moins de finances, partir sur une formation plus courte pour pouvoir justement réduire ses coûts. On a aussi la possibilité de faire les choses plus lissées dans le temps, en prenant justement les formations par module. Euh, voilà, mais ça, c'est à vous de voir, à décider qu'est-ce qui est le plus simple pour vous. Ensuite, une fois que vous avez votre choix et que vous vous présentez auprès de mes collègues pour postuler sur une formation, vous aurez un retour et on essaiera de vous aiguiller en fonction justement de tous les éléments qui vous concernent et une discussion pourra avoir lieu à ce moment-là. Je vous remercie. Merci. Je vous en prie.
suis en train de mettre un lien en ligne avec un tutoriel CV de notre partenaire, la Cité des Métiers, qui est co-organisé avec nous aussi le Zoom de ce soir. Donc, voilà. Tac, voilà, vous l'avez. En plus, Lucie vous a aussi mis le Zoom métier se préparer à un entretien d'embauche. Donc, pour ces aspects vraiment techniques, vous avez ce qu'il faut. J'enchaîne sur les autres questions. Là, alors, concernant les formations dispensées, existe-t-il des formations en cours du soir chez Bioforce? Ça, c'est pour toi, Franck. Ah ouais. Alors malheureusement, non, nous n'avons pas ça. Nous avons des formations dites courtes, hein, qui sont souvent plus recommandées pour les personnes déjà dans le secteur de la solidarité internationale, et les formations dites métiers qui s'adressent à des personnes qui souhaitent démarrer ou qui ont peu d'expérience dans l'humanitaire et qui vont être donc bien plus longues et qui vont s'étaler sur plusieurs mois, 3 mois, 6 mois ou 9 mois si c'est par alternance. Mais des formations en cours du soir, non, pas encore en tout cas. Et là, je rebondis sur les formations Bioforce. Est-il possible de faire la totalité de la formation eau, hygiène et assainissement en 3 mois au Sénégal? Très bonne question, je ne crois pas. Je crois que cette formation, elle est prévue sur 6 mois et croyez-moi que ces 6 mois, c'est pas trop. Alors, est-ce qu'il y a des formations propres à certains profils de compétences? Là, je vais vous répondre simplement oui, parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans ce que nous a rappelé Franck de la première session et à nouveau aujourd'hui, il y a des corps de métier. Mm. Donc, toutes les formations liées au corps de métier, elles sont spécifiques au profil. Un médecin, il est médecin avant d'être humanitaire. Un psychologue, il est psychologue avant d'être humanitaire. Un ingénieur, il est ingénieur avant d'être humanitaire. Donc, pareil pour l'expert comptable, le chargé de finances, pour tout. En fait, les compétences techniques, elles ont leur propre formation et en général, on les retrouve dans les UFR, Les cœurs de métier. dans les unités de formation des universités, des écoles, dans les cœurs de métier. Tout à fait. Alors, ensuite, Je me permets, il y avait une question. Les reconversions professionnelles dans l'humanitaire sont-elles plus facilement envisageables que par le passé? Moi, je souhaite être rassurant par rapport à ça. Je pense que tout a toujours été possible et ça l'est toujours. En fait, le premier paramètre, c'est la motivation. Bien sûr, en plus, si vous avez, on a de l'expérience et plus on a d'expérience professionnelle et plus la reconversion est possible. Maintenant, une réalité est que à un certain âge, on va avoir peut-être plus de difficultés à convaincre. On va avoir besoin de plus de temps justement pour acquérir la première mission. Malgré les compétences acquises. Néanmoins, et on retrouve le même phénomène quand on a peu d'expérience et qu'on n'a pas de reconversion justement, où on a des difficultés aussi à trouver la première mission, où il faut patienter, mais garder la foi et garder la motivation. Mais les reconversions, ça se fait, ça s'est toujours fait et voilà, c'est toujours envisageable. alors, j'ai une question ici pour enchaîner.
Je suis à Goma et aimerais savoir comment vous différencier avec les arnaqueurs que j'ai eu à postuler sur une formation à faire ici à Goma au mois de juin. Je ne souhaite pas tomber dans le piège des escrocs. Alors, on pourra vous dire tout ce que vous voulez, vous pourrez nous croire ou pas. Le plus simple, à Goma, il y a plein d'ONG, Ouais. plein. Médecins du Monde, je pense qu'il y a facilement MSF. Il y a plein d'ONG qui sont présentes à Goma parce qu'il y a beaucoup à faire à Goma et que la situation y est critique, on le sait. On salue votre courage à tous et pousser la porte d'une ONG et demander à parler à n'importe quelle personne qui est présente à l'accueil et demandez-leur directement s'ils connaissent Bioforce, s'ils savent si c'est un vrai centre de formation, si ça existe vraiment ou si c'est une arnaque. Et voilà, vous aurez la réponse d'une personne tierce qui n'est pas présente sur ce Zoom et qui vous donnera une réponse authentique. Ou sinon, vous pouvez aussi aller sur le site du gouvernement français sur lequel est enregistré Bioforce avec un numéro SIRET et sirène. Et vous verrez que c'est une vraie entreprise enregistrée, pas une entreprise, une vraie ONG, pardon, enregistrée avec un numéro de sirène auprès du gouvernement comme toute structure qui se respecte. Donc Vous voilà, vous avez trouverez, 2 pistes. oui, et puis vous trouverez, je pense très facilement à Goma des personnes qui ont fait la formation Bioforce depuis plus de 40 ans. En fait, nous formons des logisticiens, des administrateurs, des financiers, des coordinateurs ou des responsables de projet. Il serait étonnant que vous n'arrivez pas à en croiser à un moment ou à un autre. Voilà. Alors, je reprends. Peut-on faire une formation diplômante en ligne pour les professionnels? Il doit y en avoir. Je ne parle pas pour Bioforce, je dis en dehors de Oui, Bioforce, il y en a. Certaines universités, certains centres de recherche les proposent. Je sais que l'Université de Genève a des formations en ligne, des CAS, des MAS. MAS, ça vient pour Master of Advanced Studies et CAS, c'est pour Cycle of Advanced Studies. Donc, c'est un peu coûteux, mais il y en a si vous souhaitez faire des cours en ligne, en anglais, en français. Vous pouvez identifier des propositions. Je crois qu'il y alors, a aussi l'Université de Montpellier, peut-être. oui. Voilà. Pour ma part, je connais, alors je ne sais plus le nom de l'université aux Pays-Bas qui depuis au moins 2 3 ans a développé un master WASH qui se fait totalement à distance ou quasiment totalement à distance. J'espère que cela répond à la question. Ensuite, pour la prise en charge des formations, les financeurs demandent une cohérence du projet. Est-on sûr de sortir avec un job? Hmm. Alors, le diplôme ne donne pas un travail, le diplôme vous donne un diplôme. Est-ce que le marché de l'emploi dans le secteur de l'humanitaire et de la solidarité internationale est porteur? Oui. Oui. Donc, vous pouvez, s'ils demandent des preuves, à part vous recommander de faire des petites recherches et de sortir une revue de presse des différents articles qui parlent du sujet, que ce soit en presse spécialisée dans Alternatives humanitaires, dans le crash de MSF, dans la presse locale de Haute-Savoie qui a parlé de Soliway en novembre, etc. Voilà, là vous pouvez leur faire une revue de presse justifiant le fait que ce soit un marché du travail sur lequel on trouve de l'emploi. Alors, il y a des questions sur les modes de paiement de Bioforce. Oh,
peut-être si tu as la page web de toutes ces questions techniques, la mettre dans le chat, Franck, et pendant ce temps-là, j'enchaîne avec Alors, d'autres ça se questions. complexifie pour moi parce qu'en fait, on est passé sur une nouvelle approche CRM qui est un peu nouvelle, et notamment pour moi. Les modes de paiement, de toute façon, à distance en particulier, ça ne se fera que par virement. Si, Je pense que c'était plus sur l'échelonnage du paiement, ok. Alors, je la suis pas la question. meilleure personne pour ça. Et je suis pas sûr qu'on ait, on ait ces informations sur notre site. Euh, Il faut rentrer dans un processus par notre nouveau logiciel qui peut vous donner ensuite ces indications. Je pense que c'est ouais. C'est ce qu'il y a Alors, moi, ce que je peux faire ici, c'est vous mettre le site de Bioforce. Et puis comme ça, vous pouvez naviguer à l'intérieur du site et partir peut-être plus à la recherche de l'information ou du point de contact spécifique pour ce genre de questions. Alors, on avait quand même des mains levées. Bayona Jean, on vous écoute si vous voulez activer votre micro. Oui, bonsoir, Monsieur Franck et Madame Lissi. C'était un plaisir pour nous de participer à cet webinaire qui est vraiment très enrichissante. Alors, je suis à Goma moi également et j'ai entendu les interventions de certaines de nos personnes à Goma. Alors, je voudrais demander, est-ce que si au niveau de Goma, par exemple, ou à un seul endroit, vous avez plus de 5 ou 10 personnes qui désirent faire la même formation, est-ce que ne serait-il pas possible de déplacer des agents vers les étudiants ou obligatoirement tous ces étudiants seront obligés de déplacer soit aller vers le Sénégal? Parce que c'est un problème de coût que nous sommes en train de vouloir minimiser un tout petit peu. Par exemple, à Goma, il y a un besoin énorme plusieurs en logistique ou en hoche, tout ça. Est-ce que c'est possible de déplacer, par exemple, pour 10 personnes qui veulent tous faire la logistique ou tous veulent faire eau, hygiène et assainissement, on déplace des encadreurs au lieu de déplacer des étudiants. C'est ça, je voulais avoir une question sur ça. Alors, tout dépend en fait de la durée de la formation que vous souhaitez. Effectivement, s'il s'agit d'une formation courte de plusieurs jours, ceci se fait absolument. Pour les formations plus longues, qui rentrent dans beaucoup plus de détails, qui font acquérir des blocs de compétences plus complets, alors ça, c'est peut-être plus compliqué. Néanmoins, il nous arrive à Bioforce de développer carrément des projets qui vont permettre justement de mettre en œuvre des formations sur la durée, et ceci s'organise. En général, il s'agit de se regrouper pour les demandeurs et de pouvoir justement solliciter soit nos collègues de Dakar, même Bioforce, Lyon intervient parfois justement sur des projets de longue durée. Ça s'est passé au Niger, ça s'est passé au Mali, pour justement le renforcement spécifique de certaines personnes et parfois de certaines structures, et parfois sur plusieurs années. Alors ici, j'ai Laura Berthe qui pose une question. J'ai l'impression qu'il faut impérativement avoir une expérience terrain pour être recruté dans un siège d'ONG. Est-ce juste ou avons-nous nos chances? Elle a 10 ans d'expérience professionnelle. Alors, oui, on avait vu ça sur le Zoom métier précédent, Oui. sur la partie précédente. Oui, si vous souhaitez entrer directement sur un poste à responsabilité. En revanche, en passant par un poste transitoire en statut stage,
dans ce cas-là, non. C'est vraiment une porte d'entrée aussi, par l'intermédiaire d'un siège, que de passer par le statut stage. Néanmoins, avec 10 ans d'expérience, il est vrai qu'on voudrait pouvoir éviter ce passage de quelques mois, qui n'est pas toujours très favorable pour différentes raisons. Les stages, on les trouve effectivement principalement dans les pays pour lesquels ce statut existe, ce qui n'est pas le cas partout. En France, vous en avez effectivement, c'est vraiment un moyen de s'insérer dans une entreprise, dans une structure. Voilà, c'est très commun. Peut-être pour compléter, si vos 10 ans d'expérience professionnelle, elles sont déjà dans une ONG et déjà sur le terrain, et que vous, ce que vous souhaitez, c'est pouvoir évoluer au sein de votre ONG dans un siège, dans un pays au nord, que ce soit la Suède, la France, l'Angleterre, en fonction de l'ONG dans laquelle vous êtes, ça, c'est à vous d'en discuter avec votre responsable des ressources humaines. Il est aussi en charge de vous accompagner dans votre évolution en interne dans la structure, puisque vous avez déjà la culture d'entreprise, entre guillemets, la culture d'ONG de votre employeur, que vous connaissez déjà les process, que vous avez certainement déjà échangé avec du personnel au siège. C'est à votre service de ressources humaines de vous accompagner dans l'évolution en interne, si votre objectif, c'est de sortir du cadre national pour passer sur un poste régional. Il y a des postes qui couvrent toute une sous-région, par exemple l'Asie du Sud-Est ou toute l'Afrique de l'Ouest, sur certaines thématiques, et qui sont centralisées pour appuyer les bureaux nationaux. Ça peut être une étape intermédiaire, et dans certains cas, de plus en plus, on embauche au siège en Europe du staff compétent et brillant qui vient des bureaux nationaux. Donc, il n'y a pas de no-go absolu, ça dépend des politiques internes de l'ONG, ça dépend du type de poste que vous avez et de celui que vous briguez, entre guillemets. Alors, on avait d'autres questions. Au Niger, à quand votre prochaine formation? Poser une question à laquelle je ne peux pas répondre, je ne suis pas à ce niveau d'information. Je suis désolé. Moi, je vous dirais le plus tôt possible, en fonction des besoins. Bien sûr, ce serait l'idéal que ce soit bientôt, mais voilà, je ne peux pas vous répondre. Alors, on avait des mains levées. Steven Mikeke, si vous voulez ouvrir votre micro et poser votre question. Ok, merci beaucoup Laetitia. Merci aussi à Franck pour la présentation. En fait, moi je suis presque à la fin de ma formation, métier RRHF à Bioforce Dakar. Et ici j'ai déjà ma dose de conseils, mais quand même je voulais aussi avoir une autre dose de la part de Franck. D'accord. Par rapport à la recherche de la première mission. Quel conseil, quelle orientation et tout. Ah oui. Alors, je vais essayer d'être bref. Je passe souvent un bon quart d'heure quand je vois d'autres apprenants en entretien individuel. D'abord, allez voir à nouveau les acteurs. Allez voir sur leur site leur identité. Allez vérifier les principes et valeurs. Ceux qui viennent se greffer aux principes et valeurs qui font l'humanitaire. Il y en a toujours d'autres qui sont rajoutés. Allez voir les visions de ces acteurs, allez voir leur mandat, allez voir justement les identités et quelles identités vous conviennent le mieux. Et à partir de là, vous pourrez effectivement décliner un peu plus votre recherche. Vous m'avez dit RRHF. RRHF, en fait,
la thématique va toucher toutes les ONG, mais pardon pour l'expression, le diable se cache dans les détails. Vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus en phase avec une structure ou une autre en fonction de ce qu'elle a, ce qu'elle est. Ça répond à la question, Steven? Presque. Ouais, mais bon. Oui, pratiquement, ouais, quel conseil? Parce que je crois que j'entends ce qui est non dit dans cette question. Alors, dites-moi. Comment on fait pour se distinguer des autres candidats pour pouvoir être sélectionné le moment venu? Ça, c'est vous qui le portez, c'est vous qui le portez dans la présentation du CV qui sera impeccable sans la moindre faute d'orthographe. C'est vous qui le portez avec vos compétences en plus acquises avant, autour, autrement que à Bioforce. C'est vous avec votre personnalité, votre engagement personnel au moment de l'entretien d'embauche. Ça, c'est tout ce que vous avez accumulé en lecture personnelle sur la géopolitique, sur les enjeux, sur l'éthique, sur toutes ces questions qui tournent autour de la solidarité internationale et qui ne vous sont pas amenées dans un cours technique, mais qui font que vous, au moment où vous rédigez votre lettre de motivation, au moment où vous rédigez votre CV, au moment où vous passez les tests aussi, parce que parfois dans les processus d'entretien d'embauche, il y a des tests techniques. Ben, il faut exceller partout, il faut exceller aux tests techniques dans le processus d'entretien d'embauche. Il faut que le CVI soit parfait, il faut que votre personnalité, elle soit collaborative, bienveillante, et pas faire semblant, parce que quand on fait juste semblant pour l'entretien, ça se voit. Donc après, ça, c'est votre personnalité rayonnante à vous qui va vous distinguer du reste du lot et qui fera que vous découvrirez que effectivement, vous êtes un must-have pour l'ONG qui va vous recruter. Je me permets de compléter parce que tout est vrai là-dedans et il faut rester soi. Effectivement, il n'y a pas de recette magique. Il faut rester soi et pas essayer de composer ce qu'on n'est pas, parce que ça se verra effectivement. Et puis surtout, si jamais par chance on était choisi, très rapidement en fait, il y aurait un décalage avec entre ce qu'on est et puis ce qu'on a prétendu être, et ça n'irait pas. Il faut, pour moi, encore une fois, il faut voir ce qui vous correspond le plus en fonction de ce que vous êtes, ce que vous recherchez et ce qu'est la structure. Je sais, vous allez me dire, encore une fois, oui, c'est facile, mais c'est comme ça que ça fonctionne en fait, pas Alors, autrement. si je peux juste compléter aussi sur un détail, je sais que dans certains des diplômes de Bioforce, il faut valider la mission de terrain pour que le diplôme soit validé. Et vous avez un temps limité pour le faire. Donc ça épée de Damoclès, entre guillemets, du temps où il faut trouver vite. Il ne faut pas que ça vous freine. Il faut que ça vous motive. Ça doit vous motiver à pas passer un jour sans avoir prospecté, à aller chercher autour de vous les ressources pour vous aider à avoir un meilleur CV, bien propre. Il faut que ça vous stimule. Et puis, parfois, on n'a pas de réponse. Parfois, on a des réponses négatives. Et là, en fait, c'est la force de caractère qui doit reprendre le dessus et la persévérance et la constance. C'est une discipline de routine, de se dire, bon, j'ai eu une réponse négative. Il y a plein de raisons d'avoir des réponses négatives. Peut-être qu'ils ont publié l'offre parce qu'ils sont obligés par les politiques internes, mais qu'en vrai, ils avaient déjà pourvu le poste par quelqu'un qui progresse en interne. Peut-être que il y a quelqu'un qui vient d'un autre
d'une autre structure qui est pas un jeune profil et qui accepte de prendre un poste un peu en dessous de ce qu'il est capable de faire aussi et qui du coup, ben, ils ont une Ferrari pour un poste qui était taillé pour une Fiat Panda. Parce qu'on voit sur certains profils et dans certaines structures des super seniors prendre des postes qui sont globalement parfois plutôt proposés à des juniors. Donc ça apparaît aussi. Ça ne doit pas nécessairement vous remettre en question. Ça ne doit pas vous faire peur, vous abattre. Vous vous donnez 24 heures pour être déprimé et puis vous remontez à cheval et vous vous remettez à chercher, vous vous remettez à postuler. Ça, c'est la constance. Ça, il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas avoir d'impact, sur lesquelles vous n'avez pas d'emprise. Il y a des choses sur lesquelles vous avez de l'emprise. Il faut vous attaquer aux obstacles sur lesquels vous pouvez avoir une emprise. Un obstacle, votre obstacle principal, c'est vous-même. Vous freinez, vous auto-limitez en disant non, je ne suis pas capable. Si vous êtes capable, vous y allez. Avoir le courage de se remettre à chercher, même quand on a eu une réponse négative et qu'on se sent déprimé. Tout ça vous appartient à vous. Donc, comment faire pour trouver cette première mission vite et efficacement et en accord avec votre personnalité, vos envies et vous-même? Ben, ça, c'est en combinant tout ce que Franck et moi, on est en train de vous dire que vous y arriverez. Il n'y a pas de solution magique, mais il y a de la force. Voilà. Alors, je voudrais quand même rassurer sur un point par rapport à la validation d'un diplôme chez Bioforce. Après les cours, il y a quand même une période de 18 mois pour pouvoir faire ces périodes de 6 mois de mission. Et en fonction des cas de figure, il nous arrive aussi de prolonger cette période qui va largement parfois au-delà des 18 mois, ce qui aide justement à l'obtention justement de cette mission, d'avoir un peu plus de temps. Il faut être absolument stratégique aussi pendant la formation et à la sortie de la formation, à la sortie des cours. Il faut bien s'organiser pour savoir justement comment on va faire pour postuler, pour chercher cette mission avant même d'avoir fini les cours. Si on s'y prend au dernier moment, si on prend le temps effectivement en se disant oui, j'ai beaucoup travaillé, je dois me reposer, c'est bien, il faut se reposer de manière très forte d'un seul coup et reprendre assez rapidement quand même sur la base justement de tout ce qui est appris en termes de parcours et de métier, en prenant en considération les conseils qui ont été donnés pour se lancer très rapidement. Car, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous allez vous nourrir aussi de ce que vous pouvez considérer comme un échec, alors que c'est avant tout une manière d'apprendre. Essayer de récupérer de l'information. Pourquoi on me dit non? Pourquoi on ne me répond pas? Et toujours essayer de garder le sourire je suis tout à fait d'accord avec ces 24 heures de digestion de ce qu'on peut considérer un échec, mais gardez bien à l'esprit qu'il y a un facteur chance non négligeable et on peut être longtemps comme Poulidor le deuxième et on finit par être le premier un jour ou l'autre. Et si vous avez des intervenants dans votre formation qui viennent d'ONG et avec lesquels vous vous sentez en phase ou vous accrochez bien avec ce qu'ils disent et tout ça, vous allez les voir à la fin de leur intervention et vous leur dites c'est vraiment extrême, ou est-ce que je peux vous recontacter? Et souvent, le fait de ne pas répondre à une offre, mais de prendre directement contact avec quelqu'un qui est déjà dans une association ou une ONG avec lequel vous avez bien accroché, avec lequel vous avez eu un échange interpersonnel, ça peut aussi mettre de l'huile dans les rouages. Ça ne va pas être du piston, c'est juste, ça facilite un peu. C'est pas, ça change pas tout, mais ça peut aussi être déterminant à compétence égale avec quelqu'un d'autre. Alors, on a d'autres mains levées. Hussein, on vous écoute.
Merci beaucoup, Madame Laetitia, et également Monsieur Franck. Merci pour ces webinaires. Nous vous avons écouté avec beaucoup d'intérêt. J'espère que vous me recevez très bien. Très bien. Super. Bon, je réponds au nom de je suis en fin de formation. Je suis peu de temps, normalement, je vais terminer. Je suis une formation en paix et sécurité. Et donc, je suis beaucoup plus intéressé souvent des formations qui sont au niveau de Bioforce ici à Dakar, mais comme j'avais écrit, parce que c'est très difficile en fait, surtout financièrement, c'est pas du tout, c'est énorme, mais aussi la manière dont le tirage a été fait également, c'est difficile, c'est très compliqué. Donc j'aimerais savoir maintenant, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir une bourse là-bas, ou autrement dit, est-ce qu'il y a des formations subventionnées au niveau des Bioforces? Ça, c'est ma première question. Et deuxièmement, j'aimerais savoir comment l'on fait donc pour intégrer peut-être vos organisations, notamment, je fais allusion à la solidarité internationale, parce que je vis également cette organisation intervenir dans le cadre de réfugiés à l'est du Tchad, notamment réfugiés soudanais. Merci beaucoup. Alors, pour la première question concernant les possibilités d'avoir une bourse, alors oui, ça existe. Elles sont attribuées selon différents critères, que ce soit, j'imagine, à Dakar ou que ce soit à Lyon. Je ne maîtrise pas ni les critères, ni les possibilités d'avoir une bourse. Je sais que c'est en train de se restreindre. Les mécènes sont moins nombreux, sont moins, comment dire, prompts à aider autant qu'ils faisaient auparavant. Voilà, on vit une espèce de, comment dire, de rétrécissement de ces soutiens qui existaient plus auparavant. Je sais que c'est de plus en plus compliqué d'avoir ces soutiens. Je sais que, en tout cas à Bioforce Lyon, j'imagine qu'on a l'équivalent à Dakar. On a des personnes qui peuvent vous aider potentiellement à monter des dossiers en fonction de votre situation. Mais ça, c'est étudié au cas par cas, en fonction effectivement de l'expérience professionnelle ou de, comment dire, de ce à quoi vous avez contribué pendant vos expériences professionnelles. On peut éventuellement vous donner des conseils ou des consignes pour aller rechercher justement des aides spécifiques. Néanmoins, c'est à vous de faire un certain nombre de démarches aussi à certains moments. Voilà, parce que les aides financières que nous pouvons, nous, Bioforce, avoir, elles sont de plus en plus réduites. Une piste aussi, souvent, c'est les fondations d'entreprises. L'avantage, c'est qu'à Dakar, il y a beaucoup d'entreprises internationales. Et les fondations d'entreprises, parfois, elles ont des bourses pour les études, parfois par thématique. Les entreprises internationales d'agroalimentaire, ça va être tourné vers l'agri-agro. Les grandes entreprises internationales de l'énergie, ça va être spécifique, plus tourné vers les sciences. Mais il y a des bourses pour les étudiants, soit pour la recherche, soit pour la formation, souvent qu'on retrouve sur le site des fondations d'entreprises. Oui. Donc, et le plus souvent, c'est les grosses entreprises internationales présentes dans le pays qui vont être la bonne porte d'entrée. Donc ça, c'est un peu des pistes à suivre. Alors oui, effectivement, ça me rappelle bien effectivement ce que j'ai pu connaître ailleurs, notamment dans le cadre d'un master WASH que j'ai initié avec Bioforce, Action contre la faim en Jordanie. Nous avions quelques financements des grosses entreprises d'eau, les entreprises internationales françaises, Veolia en particulier. Voilà. Question suivante. Hop. Max Ndoumbé. On vous écoute. Allô? Oui, on vous entend. Allô? Allô? Ok. Oui. Bonsoir. Bonsoir.
Oui, merci pour cette initiative que vous avez que vous nous donnez, de nous connaître le métier de l'humanitaire. Alors, moi, je voudrais vous poser, avoir quelques conseils de votre part. Je suis à la base un juriste avec 14 ans d'expérience professionnelle dans le secteur des télécommunications et je me suis intéressé à l'humanitaire, mais plus particulièrement à la gestion des projets. Donc, cet intérêt m'a amené à faire 3 certifications de l'EIT, du Centre international de formation de l'EIT, notamment en conception de projets, en suivi et évaluation et en gestion agile et adaptative. Alors, pour quelqu'un comme moi qui suis juriste à la base et qui veut se reconvertir dans la gestion des projets de développement, quel type de conseils pourriez-vous me donner? Merci. Eh bien déjà, tout ce que nous avons vu aujourd'hui, je pense que ça peut vous aider. Faire votre propre bilan de compétences et essayer, une fois que vous avez fait ce travail, par rapport à vos expériences, hein, bien sûr, vous déclinez en compétences, essayez de comparer ce que sont vos compétences avec ce que vous pouvez trouver dans les postes, dans les offres que vous allez trouver sur les plateformes comme Coordination Sud, comme Relief Web. Essayez de comparer. À vous de voir si la cohérence entre ce qu'il y a dans l'offre et ce que vous savez mettre en œuvre correspond à un degré suffisamment élevé. Lancez-vous, essayez de postuler, voyez si vous avez des retours. Si vous constatez qu'il n'y en a pas ou si vous avez des retours négatifs et que vous arrivez à avoir de l'information sur les raisons qui font que vous ne pouvez pas finalement être sélectionné, voyez si par un intermédiaire ou un autre, vous pouvez renforcer vos compétences ou en acquérir de nouvelles. Ça peut passer par n'importe quoi, par un travail personnel, du bénévolat ou une formation ou encore d'autres moyens. Merci. Alors, j'essaye de revoir si il y a des questions écrites qui sont passées entre les mailles du filet. Lucie, si tu en as déjà identifié, je veux bien un petit coup de main. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de questions qui ont été par rapport à l'âge. Donc, Franck, tu as fait allusion à l'âge lors d'une question posée sur la reconversion. Penses-tu qu'il y a un certain âge à ne pas dépasser? Alors, dans l'absolu, moi, je dirais absolument non. Je vous avais évoqué ça, je me souviens du Zoom métier précédent. Il faut quand même, pour l'humanitaire, la solidarité internationale, avoir une capacité physique minimum. Ce qui n'exclut pas que l'on soit en situation de handicap pour rejoindre l'humanitaire. Néanmoins, il faut être en mesure de faire face à des conditions de vie peut-être parfois compliquées, plus ou moins, sûrement moins qu'autrefois. En revanche, dans l'absolu, l'âge n'est jamais un obstacle. En fait, quand vous voulez rejoindre l'humanitaire, la solidarité internationale, vous avez commencé à faire un cheminement, un travail de réflexion philosophique qui vous emmène vers ça. Qu'est-ce qui peut vous arrêter? Pour moi, l'âge ne vous arrêtera pas. Il faudra, en revanche, que vous trouviez les moyens de convaincre. Et ces moyens-là, en fait, ce sera par moyen de convaincre et de rassurer que vous êtes la personne qui pourra faire le travail demandé avec les principes et les valeurs requises. Il y a une question par rapport à Bioforce aussi. Je ne sais pas si tu as les chiffres, Franck. Par exemple, quel est le taux approximatif de personnes qui trouvent une mission avant la fin de la formation Bioforce? Alors ça peut être variable en fonction du type de formation, c'est variable en fonction des années. Alors si je comprends bien la question, c'est avant la fin de la formation. Alors, Oui.
Vraiment, je n'ai pas de chiffres par rapport à ça et je veux être à la fois prudent et vous dire les choses. Selon moi, c'est très difficile d'avoir immédiatement à la fin de la formation une mission ou un poste. Pourquoi? Parce que les formations, 3 mois, 6 mois, ces formations métiers sont de longue durée, sont intenses. Très intense et surtout vers la fin, quand vous commencez à voir l'ensemble des outils et des connaissances qui vont vous permettre de postuler, en toute connaissance de cause avec tous les leviers possibles, vous serez saturé, vous serez saturé, fatigué et vous aurez plein de choses à faire. Or, c'est compliqué de faire des recherches en amont quand vous n'avez pas tous les éléments d'information. Sinon si vous aviez ces éléments d'information, vous ne viendrez pas en formation. Néanmoins, je sais que certains le font. Certains sont même obligés, de par les financements qu'ils peuvent avoir, d'enchaîner directement la fin des cours avec la première mission qui, généralement, se traduit aussi par une forme de début de poste. Ça existe aussi. Je n'ai pas de statistiques à vous donner. Encore une fois, c'est variable d'une année à l'autre, des cas de figure, des circonstances des personnes et également des cursus eux-mêmes. Sur ce, je pense qu'on va se remercier pour toute la richesse de ces échanges. Vous remerciez, vous, pour votre présence, pour l'intérêt que vous portez au secteur et pour votre écoute attentive. Franck, je te remercie évidemment pour la présentation, comme toujours. Alors, mais moi, je veux remercier les participants. En fait, vos questions sont à la fois tout à fait légitimes, elles sont majeures, elles sont cardinales et je voudrais vous dire par vos questions, vous m'avez rappelé à quel point je sens une envie de rejoindre l'humanitaire et je ne peux pas vous dire autre chose que vous faites le bon choix parce que c'est encore une fois un choix philosophique et probablement une envie d'altérité et je vous félicite pour ça. Et merci aussi à Lucie d'avoir été avec nous. Et sur ce, on vous donne rendez-vous le 26 mars à 17h30 pour le 3e opus de ce cycle de formation généraliste sur les métiers de la solidarité internationale et de l'humanitaire. Merci Lucie, Voilà. merci Laetitia, merci à tous.